D'accord, donc on démarre. Bonjour à tous et merci beaucoup pour cette invitation. Comme l'a indiqué Valentin en introduction, la présentation que nous allons vous proposer donc à deux voix est atypique, en ce sens qu'elle n'est absolument pas appuyée par une enquête de terrain et qu'elle est hautement exploratoire et donc hautement périlleuse. Mais nous avons relevé le défi et nous allons commencer à tenter d'apprivoiser un thème multiforme, assez insaisissable, l'intelligence artificielle et donc l'intelligence artificielle en santé. Et finalement, devant vous, tenter, et avec vous, j'espère avec les questions, tenter de déconstruire et peu à peu de reconstruire ce qui pourrait devenir des pistes de recherche plus concrètes pour nous, en tout cas en sociologie. Donc notre présentation se veut une première tentative, un premier panorama en vue d'approfondissement ultérieur et de terrain futur. Alors, du coup, pour ce qui est de l'introduction, ça va un petit peu dans la continuité de mon propos liminaire. Il faut bien évidemment se demander de quoi l'intelligence artificielle est-elle le nom, en santé plus particulièrement. Ces deux termes ne sont qu'une expression qu'il s'agit de déconstruire, une sorte de totem, aujourd'hui drapé d'un imaginaire souvent très positif. Et donc, se poser, pour commencer, un certain nombre de questions ou faire au moins quelques constats. Le premier constat, c'est bien évidemment que ce qu'on appelle intelligence artificielle, ce n'est pas nouveau, même si on en voit les prémices dans les années 60, même 50, même avant. Et c'est souvent présenté pourtant comme une révolution pour aujourd'hui et pour demain. C'est présenté aussi comme le vecteur d'une médecine du futur pour ce qui nous concerne directement. Une première question à se poser après ce constat liminaire, c'est la suivante. Va-t-on justement, pour ouvrir ces boîtes noires et savoir de quoi on parle, c'est-à-dire qu'effectivement, ouvrir la boîte noire, ça peut être participer à un processus de conception, mais c'est aussi se demander en enquêteur eh bien, ce que font les technologies finalement sur lesquelles s'adossent des pratiques professionnelles. A-t-on affaire à de l'intelligence artificielle plutôt symbolique ou plutôt connexionniste, si on reprend la distinction nodale de l'histoire du champ. L'IA symbolique, pour aller vite, cherchera à doter les machines de capacités pour résoudre des problèmes complexes en essayant de reproduire des mécanismes cognitifs d'un expert. Et donc, ça conférera une certaine autonomie à la technologie, alors que l'IA dite connexionniste, donc basée sur la technique des réseaux de neurones, ne reposera pas sur un modèle préétabli, mais finalement, ce modèle s'inventera au fur et à mesure qu'on rentrera des données dans des algorithmes, qu'on les entraînera pour les faire aller dans telle ou telle direction, de manière à leur faire effectuer un certain nombre de tâches de reconnaissance, de détection. Donc, vous allez voir qu'en matière de santé, il n'y a pas de dichotomie finalement entre les deux, et plutôt parfois même des formes de convergence entre ces deux orientations socio-techniques. Du coup, notre présentation adoptera un double parti pris, de manière à atténuer un effet d'une nouveauté radicale qu'il s'agit de bannir. Eh bien, nous allons adopter dans la deuxième partie que vous présentera Jean-Sébastien un prisme socio-historique pour essayer de mettre en perspective en quoi les pans où l'intelligence artificielle est envisagée en termes d'application aujourd'hui et demain, en quoi ça s'inscrit finalement dans une histoire plus longue. Et le deuxième parti pris, en bon sociologue de l'innovation, eh bien, nous allons mettre l'accès sur l'appropriation, soit sur la facteur dont des acteurs qu'on pourrait appeler technomarchands s'emparent de cette technologie pour eh bien, faire des propositions, notamment aux établissements hospitaliers, sur la manière aussi, pour parler d'autres professionnels, comme disait Valentin, dont les pouvoirs publics envisagent cette technologie. Donc, on va faire ça au travers d'un décryptage rapide du rapport Villani sur la partie IA et santé.
et aussi sur l'évolution ou la non-évolution, parce que, évidemment, quand on parle d'usage, toujours des non-usages concrètes de pratiques dans des milieux professionnels particuliers et ou pour des usagers spécifiques. Voilà, donc le plan de la présentation sera le suivant pour entamer donc cette tentative de balayage de l'IA en santé. Je vais faire un retour sur le rapport Villani, donc, qui s'intitule « Donner un sens à l'IA ». Pourquoi? Parce qu'à la fin du rapport, il y a un focus sur un certain nombre de domaines, dont l'IA en santé. Et donc, ça nous a paru intéressant d'en faire une petite exégèse critique. Deuxième temps, donc Jean-Sébastien prendra la parole pour vous proposer une cartographie dynamique des applications de l'IA au secteur de la santé dans une perspective socio-historique. Et je reprendrai la parole pour indiquer des tensions et des perspectives d'enquête et de recherche en sociologie, appuyées en partie sur ce qui aura été dit avant. Alors, retour sur ce fameux rapport Villani, qui est important parce qu'il est finalement une sorte de symbole de l'appropriation au plus haut niveau de l'État de cette problématique de l'intelligence artificielle, avec toutes les promesses, comme ça a été dit aussi, qui vont avec. Donc, un focus sur la santé qui, de quelques pages, mais que j'ai trouvé vraiment extrêmement intéressant. Donc, je vais en faire une petite analyse. C'est notre analyse. Et lorsque il y aura des mots qui seront directement tirés du rapport, ils seront entre guillemets. Alors, le premier point d'analyse, c'est que dans le rapport Villani, on voit, via l'intelligence artificielle, des espoirs d'amélioration, notamment en matière de soins. Ça repose sur ce qu'on pourrait appeler un postulat transformiste et sur le mythe de l'automatisation que va pouvoir apporter l'intelligence artificielle. Alors, pour étayer ce que j'entends par postulat transformiste, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle est porteuse, voire même autoporteuse, de transformations importantes, bien évidemment on parle au conditionnel, de transformations importantes dans le champ de la santé. Je cite, « Le développement de l'IA est appelé à transformer en profondeur les pratiques des professionnels de santé, aide au diagnostic, appui à la construction d'une thérapie, suivi évolutif du patient. S'il n'est pas question de remplacer les médecins par la machine, on retrouve toujours cet avertissement, cette manière de se placer dans un schéma d'intelligence artificielle dite faible et non forte, de substitution, mais plutôt de complément. L'enjeu est bien d'organiser les interactions virtueuses entre l'expertise humaine et les apports de l'IA dans l'exercice quotidien de la médecine. » Autre citation, « L'appropriation des technologies médicales basées sur l'IA dans les pratiques de médecine va entraîner une réorganisation des professions médicales. » Donc, c'est ce que j'appelle ce postulat transformiste. Donc, les espoirs d'amélioration, j'ai essayé de les cartographier en reprenant ce texte, meilleure qualité de soins, traçabilité, appui à la décision médicale, mais aussi réduction des coûts. On nous parle d'une innovation à pharmacopée constante et contribution au développement économique. Donc, une des promesses de l'IA, en l'occurrence en santé, c'est aussi une forme de projet de rationalisation, voire même d'économisation, pour parler comme Pierre-André Juvren de l'hôpital. Et ça, potentiellement, va servir au développement économique. Des applications aussi, on en parle beaucoup dans ces 6 pages, très tournées vers la médecine dite personnalisée, préventive, dite aussi de précision. On avait, dans la décennie précédente, plutôt tendance à employer l'expression de médecine de surveillance, mouvement très intéressant, qu'amplifierait l'IA, c'est-à-dire un brouillage de frontières entre la santé et la maladie, le normal se pathologisant potentiellement, ce qui peut générer une anxiété collective et une culpabilité si les individus ne se prennent pas en charge individuellement, ne prennent pas en charge de plus en plus nombreux risques potentiels, notamment liés à la génétique. Ce que dit aussi ce rapport, ce qui m'a paru intéressant de mettre en perspective, c'est que l'exercice des soins, et plus particulièrement l'exercice de la médecine, est envisagé grâce à l'intelligence artificielle hors les murs, en temps réel,
au lieu d'être le plus souvent désynchronisés, avec cette volonté de s'affranchir et de sortir des moments balisés d'évaluation de l'état de santé, les consultations médicales, les examens, comme si finalement l'idée serait d'avoir une représentation par des données de l'état de santé ou de l'état tout court de patients. Deuxième point extrêmement important à noter, c'est ce terme qui revient d'encapacitation, empowerment en anglais. Cette idée que finalement, ça sera aux patients d'être chargés de la production des données, de leur mise à disposition des médecins, de leur management, si on peut dire. Et donc, je rajoute à marche forcée, parce que bien évidemment, il n'y a pas eu de demande en ce sens, ce qui peut générer toute une série d'effets pervers, cette responsabilité aussi se passant comme une sorte de mistigris avec une invitation, voire une injonction à devenir, pour reprendre les termes d'Ehrenberg, des entrepreneurs de leur propre santé. Et là, on pourrait dire aussi, pour pousser un petit peu l'analyse, que la mesure de soi, l'automesure, donc déclinaison ordinaire de ce qu'on appelle le quantified self via des applications, serait en quelque mesure la face joyeuse de ce mouvement et de cette tendance. Deuxième point, autre point que je voulais relever, c'est qu'il ne s'agit pas ici de caricaturer, de tourner en dérision ce rapport. Il faut l'analyser comme une pièce d'un puzzle plus important. Il y a une recherche d'expériences probantes et d'enjeux concrets. C'est-à-dire qu'il y a plein d'exemples en fait, d'usage et d'application de l'IA en santé réussie, notamment sur les questions d'alcoolisme et d'Alzheimer, le dépouillement de publications scientifiques qui seraient facilitées grâce à l'intelligence artificielle, la détection de risques potentiels de suicide à partir d'échanges sur les réseaux sociaux, et un exemple plus classique, donc bien antérieur à l'IA, l'anticipation des flux aux urgences et les calculs probabilistes de réhospitalisation dans les CHU. Donc ça, c'est quelque chose qui me paraissait notable. Et dernier point, avant de passer la parole à Jean-Sébastien, on trouve aussi dans ce rapport une problématisation, du moins une esquisse, d'une gouvernance par et de la data du système de santé dans son entier, avec tout un demi-page sur la volonté de clarifier le régime de responsabilité en cas d'erreur, puisque ça se pose et ça se posera dès lors qu'on délègue un certain nombre de tâches à des algorithmes. On sent aussi dans ce texte les prémices de ce qui sera le Health Data Hub, et aussi une volonté de créer un contexte propice. Donc souvent dans les textes institutionnels, on trouve écosystème. Là, il y a un terme qui revient, une expression plus infantilisante, de bac à sable, pour des expérimentations, avec aussi des projets de réforme de la formation médicale pour que soient acquises de nouvelles compétences liées à l'intelligence artificielle. Voilà. Donc, je voulais vous proposer, pour commencer, ces quelques éléments de constat et d'analyse sur la façon dont les pouvoirs publics, si on s'en tient à un exemple, ce rapport Villani, qui a été un coup d'envoi dans cette appropriation de l'intelligence artificielle, vous donner quelques éléments d'analyse, et je passe la parole à Jean-Sébastien. Ok, merci Gérald. Est-ce que tu pourras me bouger les diapos pour moi, s'il te plaît? Ouais. D'accord. Donc, là, Gérald vient de nous présenter en gros un peu les promesses qui sont véhiculées dans le rapport Villani. Et l'idée de cette cartographie un peu de la diffusion des applications de l'IA au secteur de la santé, c'est de comprendre un peu comment on en est arrivé là, quoi. Parce que souvent, dans le domaine de l'intelligence artificielle et du big data, quel que soit le secteur d'application, on a une idéologie un peu la disruption, c'est-à-dire qu'on nous dit que ce sont des technologies de rupture. Quand on fait des entretiens avec les acteurs, eux-mêmes parfois, quand on leur demande quand est-ce qu'est née l'intelligence artificielle pour eux, ils nous répondent que c'est dans les années 2012, en fait, le moment où le mouvement Big Data a commencé à se développer en France. Or, si on étudie un peu tout ça, si on regarde un peu comment ça s'est construit, on voit que le caractère disruptif, l'aspect rupture, il y en a certainement un peu, mais on peut prendre ses distances et remettre un peu en question tout ça, qu'il s'agit
plus probablement d'une évolution sociotechnique, hein, pour reprendre les catégories d'analyse de Christopher-Friedman. Est-ce qu'il s'agit d'innovation radicale ou d'innovation incrémentale? En fait, le développement de l'IA dans la santé, c'est toute une histoire et c'est plutôt une histoire d'innovation incrémentale. Donc, ceux qui connaissent un peu, hein, ça, je pense que je vais rien apprendre, mais par exemple, les premiers systèmes experts qui ont été développés dans le domaine de la santé, c'est Mycine et c'est Sphinx. Ils ont été développés donc, au tout début, hein, de l'histoire de l'intelligence artificielle. Hein, dès la fin des années 50, le début des années 60, il y a eu des travaux sur ça. Et puis, ils ont été développés au sein des organisations dans les années 70-80. On peut voir aussi en France que François Grémy donc institutionnalise la notion d'informatique médicale dans les années 60-70. Et donc là, il y a tout un tas de liens qui sont faits avec l'intelligence artificielle, hein, notamment par exemple à travers des conférences ou les revues. Hein. Et on voit qu'en fait, on a un contexte finalement qu'on retrouve encore à l'heure actuelle. Hein. Ça, c'est vrai qu'on a tendance à trop l'oublier. Mais l'intelligence artificielle, elle est souvent présentée comme une technologie de modernisation, comme on peut l'avoir dans le rapport Villani, hein, qui est censé, alors là, dans les années 80-90, c'est ça, c'est permettre en fait de faire face à la croissance et à la complexification des connaissances médicales, à l'augmentation des actes thérapeutiques et des examens complémentaires. Les malades produisent beaucoup de renseignements. Comment on peut utiliser ces renseignements? À l'ultra-spécialisation du système de santé, le partage des connaissances devient difficile. Comment on peut partager ces connaissances? À l'augmentation des coûts, donc une recherche de rationalisation et d'efficacité du système de santé. Comment on peut faire ça? Et donc l'intelligence artificielle, elle est souvent présentée en fait comme une solution. Voilà, ce serait une manière d'augmenter la cognition humaine et de pouvoir permettre une meilleure efficacité. Donc, Gérald, si tu peux passer à la diapo suivante. Donc, bon, là, on retrouve les catégories hein, que propose l'INSERM hein, pour donner une cartographie un peu de ce qu'on a à l'heure actuelle. Hein. Donc, le développement des applications de l'IA dans le secteur de santé. On les trouve dans la médecine prédictive, la médecine de précision, l'aide à la décision, les robots compagnons, la chirurgie assistée par ordinateur, la prévention. Au sein de ces différentes catégories, je ne vais pas les détailler parce que je vais très vite. Hein, on pourra en parler dans les questions si jamais vous avez besoin de plus de précision. Là, c'est simplement dégager des grandes tendances. Donc, il y a tout un tas d'innovations dans ces différentes un peu catégories d'applications. Et l'idée, c'est de montrer un peu comment on a pu en arriver là. Donc, Gérald, si tu peux passer aussi à la diapo suivante. Donc, dans les années 90, quand on regarde un peu la littérature dans le domaine de l'IA et puis qu'on essaie de voir un peu les projets qui ont été effectués, ce qu'on peut voir déjà, c'est que ça pose les fondations. En fait, c'est dans les années 90 qu'on remarque que les fondations de la diffusion des technologies de l'IA sont mises en place. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on retrouve un peu les mêmes domaines d'innovation qu'à l'heure actuelle. Alors, il y a des choses nouvelles qui sont apparues avec le temps, j'essaierai de les souligner de manière systématique. Mais d'une manière générale, on se dit, tiens, l'intelligence artificielle, on va pouvoir l'utiliser dans le domaine de l'imagerie médicale, on va pouvoir l'utiliser dans le domaine des systèmes de documentation médicale. Alors, les termes, vous voyez, paraissent un peu vieillis, mais en fait, le système de documentation médicale, bon, il y en a encore un aujourd'hui. Hein, on utiliserait plus ce terme-là pour en parler. On parlerait de base de données, de choses comme ça. Mais c'est un système de documentation, c'est-à-dire qu'on a de l'informatique, on a des connaissances, et l'idée, c'est que l'IA puisse permettre en fait de faciliter la navigation des acteurs donc, de la santé dans ces bases de données. On a donc des innovations qui sont réalisées dans le dossier patient. Donc là, typiquement, c'est du traitement automatique des langues pour permettre justement l'analyse des dossiers et pouvoir les enrichir avec d'autres types de données, ce qu'on a en fait aujourd'hui encore. Hein. Une fois, on a de l'aide à la décision hein, avec des systèmes experts qui commencent à être anciens et puis de la logique floue, des réseaux connexionnistes, des systèmes investigatifs, des systèmes multi-agents. Donc, on a encore, vous voyez, on retrouve des choses qui sont encore aujourd'hui à la pointe, entre guillemets, de la recherche, mais bien sûr qui étaient à leur prémisse, qui étaient développées de façon exploratoire. Donc, dans les années 2000, Gérald, si tu peux passer la diapo, s'il te plaît. Ouais. Dans les années 2000, ce qu'on voit, c'est que ces différents thèmes d'innovation, un peu thématiques d'innovation comme ça, sont consolidés. On a des innovations donc, qui sont développées par les spécialistes de l'intelligence artificielle qui sont améliorées, notamment parce que les technologies avancent, hein, les ordinateurs fonctionnent mieux, on peut mieux traiter les données, et puis effectivement, il y a quand même des évolutions dans le domaine des algorithmiques. On développe des algorithmes qui fonctionnent quand même
qui a priori, voilà, sur le plan purement mathématique ou informatique, fonctionnent quand même mieux. Et donc ça renforce un peu le développement des applications qui étaient déjà mises en place dans les années 90. Et puis, ça commence à faire ses preuves un peu auprès des acteurs. C'est pour ça qu'il y a une espèce de maturation qui se met en place comme ça. Donc cette consolidation, eh bien, elle est bienvenue parce qu'on voit qu'il y a des tensions budgétaires aussi qui augmentent et qui réaniment un peu comme ça la volonté des acteurs économiques et politiques de favoriser le développement de l'IA dans la mesure où, encore une fois, c'est présenté comme une solution pour faire face aux nouveaux challenges. On voit qu'il y a une volonté de partager les bonnes pratiques qui nous vient, en fait, qui est une forme d'influence anglo-saxonne qui arrive aussi comme ça et qui fait qu'on s'approche d'une médecine fondée sur les données factuelles. Vous voyez ça, une médecine fondée sur les données factuelles, il me semble que c'est un peu le terreau sur lequel a pu se développer justement les approches un peu big data, découverte de données, etc., qu'on a aujourd'hui. C'est les départs, quoi, pour moi, dans une certaine mesure. Et donc tout ça fait qu'effectivement, on a donc un renforcement des technologies qui sont déjà déployées, avec bien sûr des approches plutôt du domaine de l'ingénierie des connaissances, avec des problématiques d'ontologie. On construit des ontologies, on a des problématiques d'interopérabilité sémantique. On a la disparition des approches visant à modéliser, simuler le raisonnement humain qui continue comme ça. Et puis, un développement de la logique floue, encore une fois, de la probabilité, de l'apprentissage statistique, ce genre de choses. Et puis, on voit émerger aussi quand même ce truc qu'on a encore beaucoup aujourd'hui autour de la télémédecine et des capteurs, c'est-à-dire qu'il y a différents projets qui sont très proches de ce qu'on peut avoir à l'heure actuelle en termes de domotique, avec des capteurs qui permettent qu'on mettrait dans la maison et qui enregistrerait les chutes, des vêtements intelligents, des choses comme ça, pour pouvoir recueillir, de la donnée sur les patients, développer un système en fait de recueil d'informations qui permettent d'alimenter finalement les algorithmes. Donc ensuite, dans les années 2010, on a encore une fois un renforcement de toute cette évolution-là. C'est pour ça que pour moi, quand on regarde un peu tout ça de près, on voit une évolution incrémentale plutôt qu'une rupture. Donc, on voit qu'on a tout ça, les ontologies, les approches en termes d'interopérabilité sémantique se développent. Pareil, dans le domaine de la recherche d'informations, on développe aussi des systèmes d'aide au codage pour faciliter l'enregistrement des données et puis leur traitement a priori. On ne parle plus de dossiers malades, on parle de dossiers patients informatisés, mais quelque part, on est dans la même façon de penser l'apport de l'IA dans le domaine de la médecine, c'est-à-dire analyser des données, croiser des données et puis permettre de découvrir de nouvelles connaissances. Et par contre, on a des choses un peu nouvelles qui arrivent, comme la détection des émotions. On commence à prendre en considération que le dialogue, l'interaction machine, elle se ferait certainement de manière plus performante si on pouvait analyser les émotions. Bon, ça, c'est lié aussi notamment au développement de la robotique sociale qui, elle, constitue dans une certaine mesure une nouveauté. Et puis l'analyse des conversations. Et ça, c'est avec le développement d'Internet, du Web 3.0, on voit qu'effectivement, il y a l'analyse des conversations en ligne qui sont de plus en plus prises en compte. Donc ça, qu'est-ce que ça fait en fait? On voit que le développement des applications de l'IA au domaine de la santé suit un peu des tendances sociétales de manière un peu générale et ça produit en fait quelque part, tu peux passer, ouais Gérald, s'il te plaît. Ça produit quelque part, en fait, ça favorise l'avènement de nouveaux acteurs un peu. Et là, avec le mouvement Big Data et le rapport Villani, c'est très clair qu'on a un nouvel âge d'or de l'IA. On voit bien que les acteurs sont quand même très engagés dessus. Et puis, ça permet en fait l'arrivée des GAFAM. Et puis, ça change un peu, ça modifie un peu l'écosystème d'innovation. Et ça, je pense que c'est un élément important qu'on remarque quand on étudie un peu l'histoire, ça modifie le système donc l'écosystème d'innovation et la diffusion des applications de l'IA. On a les GAFAM, donc qui sont des acteurs importants, avec plus de startups qu'avant et des startups qui sont notamment avant, qui étaient en collaboration avec les centres de recherche publics et aujourd'hui qui sont plus en collaboration avec il y a toujours des collaborations avec des chercheurs publics, mais avec les GAFAM. Et on voit effectivement que dans les CHU aussi progressivement entre en fait la culture de l'organisation centrée sur la donnée, avec un intérêt pour la data science, ce genre de choses, quoi. Donc en gros, qu'est-ce que nous apprend ça? Je suis allé très vite, on pourra revenir
sur différents aspects en détail, hein, en conclusion, notamment par exemple sur les difficultés sociales que ça a produit, parce que tout ce développement-là, ça ne s'est pas fait en claquant des doigts. Il y a eu tout un tas de difficultés qui ont dû être levées en termes d'implémentation des technologies et puis d'utilisation par les acteurs. Mais de manière générale et très lointaine, qu'est-ce qu'on voit en fait? On voit qu'on a un écosystème d'innovation qui était organisé par des acteurs publics et qui tend à être organisé par des acteurs privés, hein, même s'il y a des acteurs publics. Donc ça pose des questions quand même importantes, fondamentales. Hein. Quelle est la question de la gestion du commun que compose la donnée et l'utilisation collective que nous en faisons à travers les algorithmes. Hein, voilà, donc ça, c'est pas rien. Est-ce que c'est un peu ça renvoie au débat un peu sur le Health Data Hub, les débats sur la DARPA européenne, etc., la position des GAFAM, tout ça dans ce problème. On voit qu'on a des technologies qui étaient plutôt de type symbolique avant et comme le soulignait Gérald en introduction, qui deviennent de plus en plus subsymboliques, même s'il y a une articulation entre les deux. Mais là, ça pose des problèmes de compréhension du fonctionnement des applications de l'IA. On sait très bien que les technologies connexionnistes, même s'il y a des recherches sur l'interprétabilité, l'explicabilité et sur les problèmes de responsabilité, eh bien, ça reste compliqué, quoi. Voilà, hein. Donc, qu'est-ce que ça fait d'avoir une organisation qui est dont les choix sont orientés par des algorithmes dont on ne comprend pas le fonctionnement. Voilà, ça pose des questions importantes en termes de coopération au travail notamment. Et puis, on a donc une IA qui est plus centrée sur la production qui n'est plus tellement centrée sur la production et la diffusion des connaissances. Alors, bien sûr qu'il y a ça, mais c'est vrai qu'avec les nouveaux systèmes qu'on voit à l'heure actuelle et puis les applications, on voit qu'aussi, il y a des diffusions qui portent plus sur une intelligence artificielle, hein, si on peut dire ça comme ça, organisationnelle, vous voyez, un peu moins cognitive, moins centrée sur la production des connaissances et qui commence à entrer dans les questions de management et d'organisation du service des soins. Et ça pose des problèmes, on le sait, il y a plusieurs enquêtes qui montrent que ces nouveaux outils ont tendance, par exemple, à favoriser un peu la réactivité de l'organisation à son environnement et pas tellement la réflexivité, quoi, hein. Donc ça pose des questions aussi en termes de coopération au travail. Mais je vais rendre la parole à Gérald qui va nous présenter un peu les enjeux plus généraux, hein, du développement de l'intelligence artificielle dans le secteur de la santé. Merci. Vous l'aurez compris, nous n'avons pas souhaité vous présenter une typologie et vous faire une présentation à plat en fait, des différents domaines et des différents domaines d'application de l'IA en santé. Cela n'aurait pas eu de sens, hein, même si on vous a montré la cartographie de l'INSERM d'aujourd'hui, ce n'aurait pas eu de sens pour deux raisons. La première, c'est que, bien évidemment, comme l'a bien montré Jean-Sébastien, il faut restituer ça dans une histoire plus longue, des tentatives antérieures et finalement quelque chose de plus incrémental que de révolutionnaire. Et la deuxième chose, c'est qu'il convient de réinjecter des acteurs, des conflits, des prises de position professionnelles, des débats de métiers, des enjeux institutionnels, etc. Donc, je l'ai juste esquissé en vous parlant du rapport Villani, en envisageant finalement un certain type d'acteurs hein, au plus haut sommet de l'État qui s'emparent de cette problématique, mais il convient de procéder à cette entreprise de réinjection des acteurs de manière beaucoup plus large. C'est ce que je vais faire ici, dans le but finalement d'en arriver à des pistes de recherche plus concrètes sur l'intelligence artificielle en santé, hein, sachant que, bien évidemment, beaucoup de choses peuvent se cacher derrière cette appellation. Le premier enjeu, la première tension sur laquelle j'aimerais m'arrêter, c'est qu'on le perçoit si on anticipe des situations professionnelles concrètes, notamment avec des médecins notamment spécialistes. On sent un point de tension entre ce qu'on pourrait appeler une autorité algorithmique versus une autorité épistémique médicale. C'est-à-dire que ces algorithmes qu'on fait mouliner, qui s'inscrivent dans des logiciels, eh bien, ils engagent à des décisions, ils engagent à des formes de représentation. Il faut déjà se demander quelles données et quelle est leur fiabilité. Mais elles engagent à des choses, quoi, une fois qu'elles produisent un certain nombre d'éléments et qu'on les, entre guillemets, entraîne plutôt dans un sens que dans un autre. Mais en situation, on voit bien comment il peut y avoir une tension entre cette forme d'autorité
en partie mathématique, positiviste, avec une autorité médicale plus parfois tournée vers l'intuition clinique, qui va regarder le passé du patient, son âge, etc. Je pense notamment au domaine de l'urgence et je pense aux travaux d'Aaron Sikourel qui ont bien montré ça dans le raisonnement médical. Donc, c'est un point de tension, me semble-t-il, qui pourrait donner lieu à des enquêtes. Le deuxième point de tension, ou la deuxième piste que je voulais formuler devant vous, elle est assez proche, mais finalement, elle élargit la première. Est-ce que ces systèmes, en fait, en usage, si tant est que des usages se développent à foison, en quoi des formes de délégation parfois du diagnostic, ou bien plus modestement et peut-être de manière plus réaliste, un tri, un dépistage des cas simples, quand on pense aux expérimentations qui ont été menées en termes de détection de cancer du sein, par exemple, en quoi ça va modifier, c'est des questions classiques en sociologie de l'innovation et du monde du travail, en quoi ça va venir changer, modifier, bousculer, interroger l'organisation du travail, les coopérations de nature interprofessionnelle, comme l'a bien montré Alexandre, s'agissant Alexandre Mathieu-Fritz, s'agissant de la télémédecine. Et aussi, question qu'on peut se poser, dès lors qu'on arrivera à travailler sur des cas plus précis, en spécifiant des problématiques plus précises, en quoi la participation des patients va changer éventuellement, ou du moins questionner la relation entre les médecins notamment et les professionnels de santé et donc ces patients. Voilà, donc c'est toute une série de questions, me semble-t-il, qui sont à poser dès lors qu'il y a des formes de délégation, que ce soit donc à des technologies, mais aussi aux patients. Troisième piste, si on pense plus particulièrement à des applications qui finalement incluent de l'intelligence artificielle, il peut y avoir une sorte de clivage entre de l'observance numérique versus de l'observance thérapeutique. C'est une application qui est beaucoup envisagée pour pallier en fait les failles de l'observance thérapeutique. Un certain nombre d'acteurs considèrent qu'il y a qu'à faire des applications pour qu'ils suivent leurs prescriptions, quand est-ce qu'ils peuvent prendre leurs médicaments, etc. Il y a énormément d'applications là-dessus. Mais du coup, ça pose une question intéressante du point de vue sociologique, au-delà d'expression à la mode des jumeaux numériques. C'est dans quelle mesure, en fait, les deux vont s'articuler ou s'articulent, et est-ce qu'on ne risque pas d'arriver à un effet pervers qui serait que le caractère fastidieux de l'observance numérique, finalement, vienne paradoxalement mettre encore plus à mal l'observance thérapeutique. Voilà, donc c'est une hypothèse qu'on peut formuler et une tension et éventuellement une piste d'enquête qu'on pourrait envisager en étudiant de près l'usage d'une application, sa conception. Dernière piste que l'on a vue en commençant à réfléchir avec Jean-Sébastien, et par rapport à des contacts qu'on peut avoir aussi via l'Université Côte d'Azur, c'est voilà ce totem l'IA. Comment est-il approprié? Qui s'en empare en fait dans les CHU? Est-ce que ça donne lieu plutôt à des processus d'innovation plutôt exogènes ou plutôt endogènes? Qu'est-ce que j'entends par là? Exogène, ça va être une firme, General Electric, qui va venir démarcher, entre guillemets, un service de radiologie pour lui proposer de nouvelles applications à base d'IA. Quelque chose de plus endogène, ça serait finalement de partir des systèmes d'information hospitaliers, se dire voilà, de quel type de données on bénéficie et qu'est-ce qu'on peut en faire pour améliorer un certain nombre de choses. Donc ça pose la question de la gouvernance de la data. Et quelle data? Bien évidemment, il s'agit de ne pas confondre les données médicales et les données de gestion. Finalement, on peut utiliser l'IA avec les deux. Quel rôle on va assigner aux patients? J'y reviens. Et donc, vous voyez, on pourrait voir poindre des orientations plus médicales dans le domaine de la radiologie, de l'imagerie, de la biologie, ou plus gestionnaires et organisationnelles. Notamment, on pense à de la reconnaissance faciale dans les services des urgences, de la gestion des flux. On pense aussi à une application qui a fait beaucoup parler d'elle
l'iPhone, voilà, qui est juste, en fait, c'est très intéressant, de la messagerie sécurisée pour transmettre des examens médicaux et pour que les patients arrivent avec leur examen eh bien, en consultation pour ne pas avoir à les refaire, ce qui est un problème de santé publique qui est parfois soulevé. Et donc, en fait, dans l'iPhone, la part d'intelligence artificielle, elle est extrêmement faible. C'est-à-dire que c'est juste, en fait, pour que la messagerie puisse retrouver des adresses. Voilà. Et donc, c'est intéressant comment l'intelligence artificielle est mise en avant comme voilà, un étiquetage un petit peu glorieux. Et donc, autre chose, quel risque d'une confusion? Donc ça, on retrouve ça dans tous les projets à base de technologie. Quel risque de confusion entre les moyens, finalement, l'entraînement des algorithmes, la fiabilisation des systèmes, l'interopérabilité logicielle par rapport aux fins, hein. Il ne faut pas oublier que le modèle de la poubelle, hein, pour ceux qui connaissent la théorie des organisations, mais ça provient d'une analyse des hôpitaux. Et dernier point qui a été disons, introduit par Jean-Sébastien, en quoi ce mouvement, si tant est qu'on puisse parler de mouvement, il n'est pas inéluctable, il va donner lieu à toute une série de débats entre les différents professionnels de santé, il y aura forcément des acteurs qui n'iront pas, etc. En quoi finalement, oui, ce mouvement s'inscrit-il dans une histoire plus vaste de l'informatisation hospitalière et dans quels enjeux professionnels ça va venir se situer. Voilà, c'était les points de chute de notre présentation et donc aussi notre conclusion. Voilà, merci de votre attention.